Le malheur du naturaliste, sa tristesse aussi, est de manquer de mots pour dire les choses, de mots justes, qui ne ternissent ni n'embellissent à outrance les réalités naturelles, de mots qui, au sens propre, ne dénaturent pas une montagne en faisant de ses pics des beffrois. Mine de rien, c'est toute la vision romantique de la nature qui se trouve révoquée par cette exigence d'une langue qui ne soit plus ajustée à la vérité intérieure de celui qui observe, mais à celle extérieure de ceux-là même qui se trouvent observés. On pourra objecter qu'il est impossible d'atteindre à la vérité de la chose même, que toujours subsiste dans les êtres quelque chose du regard porté sur eux. Mais c'est justement pour cela que chez Humboldt, la mesure du monde importe tant. Deux savants peuvent bien avoir du Mont Blanc des perceptions distinctes, infléchies par leurs états émotionnels respectifs, pourvu qu'ils usent de la même manière, du même instrument, l'altitude de l'aiguille du Midi ne variera pas d'un iota. Le réel, c'est ce qui reste après deux regards. Quelle idée t'as eu, Jean-Marie, aussi de lui souffler dessus? C'est marrant, j'aurais pas pensé. Cette belle créature est d'un noir velouteux profond, estriée de l'extrémité d'une aile à l'autre d'une bande incurvée de taches d'un vert métallique, chaque tache ayant la forme exacte d'une petite plume triangulaire. Sur les mouches, ça marche pas. Dans le tome 1er de ses études de la nature, publié à la veille de la Révolution, Bernardin de Saint-Pierre s'essaie à faire l'histoire du fraisier qui pousse sur le balcon de ses appartements parisiens. Dépité, il y renonce au bout de quelques pages, car pour décrire avec une égale précision tout ce qui influe sur la croissance de la plante, de la larve de charançon qui grignote ses radicelles, jusqu'au soleil qui fortifie ses bourgeons, c'est de l'univers entier dont il faudrait traiter. L'histoire complète du fraisier suffirait pour occuper tous les naturalistes du monde, car tout est lié dans tous les sens. La jungle n'est pas une page vierge. Les plantes et les roches sont couvertes d'inscriptions en forme de nervures, de stries, de vénules, d'alvéoles. Sur les ailes et les carapaces des insectes se dessinent des figures d'une saisissante régularité, des motifs qui évoquent les runes d'une langue oubliée. Il y a là des syllabes, des mots peut-être, assurément les fragments d'un énoncé, les bribes d'une vérité. De plumes en cristaux, de pelage en écailles, il traque les formes primordiales, Urformen, du vivant, celles dont les déclinaisons et les enchevêtrements épellent les contours les plus subtils des êtres. C'est beau là, sur le dessus des feuilles, on voit le reflet de l'eau. Il n'était pas nécessaire d'inciser le moindre insecte pour parvenir à cette déduction. Il fallait seulement se fier aux apparences. « 110 000 insectes, 8 050 oiseaux, 410 reptiles et mammifères. Il n'est pas facile de prendre la mesure d'une telle soustraction de créatures. Peut-être faut-il imaginer une vallée entière, bois compris, où plus rien ne brame, ne glapit, ne vrombit, ne stridule, ne jase, ne pépit, ne chuinte, ne coasse. Et en contrepartie, un régiment de défroques blafardes, une légion de pantins aux yeux de verre et aux tendons de fer. Comprenons-nous bien. Il ne s'agit pas de ne plus voir en Wallace qu'un massacreur, et après avoir érigé les grands naturalistes en héros, d'en faire les vilains de l'histoire. Plutôt de rappeler qu'il s'est noué en Europe, au XIXe siècle, un rapport étrange et navrant entre la connaissance et le monde, où la passion de la nature n'excluait pas, impliquait même son martyre, une sorte d'amour apache, amor apache, comme disent les Mexicains, fait de l'alternance, de la louange et de l'outrage, de saccades de tendresse et de hoquets de cruauté. Ainsi l'enfant aime-t-il les papillons, qui ne peut s'empêcher de les meurtrir entre ses doigts.
plus l'on avance dans le siècle, et plus la passion des surfaces se matine d'une fascination pour ce que l'incision des êtres laisse paraître de leurs symétries intimes. Parce qu'ils font parader des créatures soustraites aux déterminations de leur milieu. Les albums de Haeckel inventent 1000 solitudes, quand le vivant ne forme qu'un seul peuple. La nature n'est plus qu'une phrase démembrée. Une fois encore, l'entaille sort vainqueur de son duel avec la surface. Or, il n'est peut-être pas exagéré de penser que nous vivons toujours dans la pénombre de cette défaite. À mesure que l'art et la science prenaient leur distance, les lexiques et les nuanciers se sont appauvris. Dès lors, faut-il nous étonner que les océans et nos récits, à même cadence, se soient dépeuplés. Nostalgie de l'unité, dites-vous? Non, de la variété. Tout comme Haeckel, Ponge est conscient de se tenir à la croisée des temps, d'être l'une des dernières sentinelles de la pluralité du monde. L'important d'ailleurs n'est pas de s'attendrir pour des classes d'êtres, mais de toujours obstinément préférer les individus aux ensembles, les singularités aux catégories. Ce n'est donc pas que le monde est muet, mais que nous avons oublié sa langue. Les choses sont là, fidèles au poste, ce sont les mots qui manquent à l'appel, et ce pour la triste raison que nous les avons oubliés. À la suite de ceux qui ne voulaient plus voir dans la nature qu'une galerie d'archétypes, nous nous sommes fait une idée de la théorie qui n'est jamais que la vieille théorie de l'idée. Ou Proust, celle de Platon, pour qui les choses ne méritent pas nos regards, puisqu'elles ne sont que les ombres de splendeur lointaine, les ersatz de vérité. La théorie, pour nombre d'entre nous, n'est jamais que l'idée au singulier, une loi qui résume à grands traits une myriade de phénomènes. C'est méconnaître qu'en grec ancien, une théorie désigne aussi un cortège, une procession, un défilé sacré, et par extension une légion, une cohorte, l'armée des choses, avec Bernardin de Saint-Pierre, avec Humboldt, avec Wallace, avec Ponge encore. Le pluriel du monde est de retour. L'infinie variété des êtres vivants à nouveau se donne à voir. L'arbre compte plus que la forêt, l'oiseau plus que la nuée. Ainsi nous est-il donné de prendre soin du monde, car les êtres naturels sont comme les êtres chers. Il n'est possible, pour les aimer tous, que de les aimer un par un. Merci. Aucune.